à tous, bienvenue à l'apéro négo 1 versus tous les autres qu'on a fait avant. On relance avec toute l'équipe. Amélie, je te laisse te présenter. Salut les amis. Alors moi c'est Amélie, associée d'Aurélien, cofondatrice de Talent Management. D'habitude vous voyez les lives sur mon profil, mais aujourd'hui j'ai décidé de m'incruster sur le sien. On va faire un petit buzz, hein. Je compte sur vous, mettez le feu en live, on vous attend sur les commentaires. On va passer à nos deux invités surprises. Je vous présente donc Alix. Enchantée, bonjour. Cofondatrice de La Moisson. Tu peux peut-être, Alix, présenter en deux mots la société. La Moisson concrètement, c'est la boîte qui aide les femmes à négocier leur salaire pour plus d'équité sociale et moins de disparité salariale. Girl power. Voilà, exactement, 100%. Et là, d'un seul coup, je me sens en minorité. Je le suis, pour de bon. Et je vous présente aussi Lina, qui est CEO de La Moisson, pour le coup. Exactement. Lina, si tu veux rajouter un petit truc sur la boîte. Non, je pense que Alix a super bien pitché la boîte. Moi aussi, ouais. Donc voilà. Moi j'ai déjà une question, je peux? Oui. Vas-y. Vas-y. D'où vous est venue l'idée de créer La Moisson? Alors déjà le titre c'est assez drôle parce qu'il y a une histoire derrière. En fait, on avait lu un article de Marlène Chapia. Attends, est-ce que déjà tu sais pourquoi ça s'appelle La Moisson? Est-ce que ça te donne une idée? La moisson, je sais pas, on fait quelque chose avec les récoltes. Ouais. Moi, j'entends le blé. Merci, on Ouais. récolte le blé, effectivement. C'est ça. Tu récoltes le blé que tu sèmes. Donc voilà, le pitch du nom. Et en fait, non, on avait lu un article de Marlène Chapia sur les disparités salariales et on s'est dit, en fait, c'est une vraie problématique. Et pourquoi pas, en gros, créer vraiment une solution, une formation adaptée qui prendrait un peu tous les facteurs et acteurs qui rentrent en compte dans la négociation salariale et vraiment le prendre d'un prisme un peu différent et d'apporter un peu notre touche, notre vibe, nos valeurs et voilà. Trop cool. La Moisson est née. Merci les filles d'être avec nous ce soir. Je vais finir par me présenter moi, Aurélien, humble serviteur de Human Négociation. Aujourd'hui, on intervient avec la Négociation Academy. Là, celui-là. Il y en a là aussi. Il y en a un peu partout, mais sur le dos du. Et l'idée de ce soir, donc, c'est qu'on traite un sujet bien spécifique. On va parler mais pourquoi les Français ont-ils aussi peur de la négociation? On est d'accord que dans notre pays, c'est pas un sport qui est hyper pratiqué. On a tendance à dire que pour ceux qui pratiquent la négo, on sait qu'il y a des méthodes, qu'il y a des techniques, que c'est pas de l'improvisation finalement, hein, parce qu'on peut dire, moi j'ai déjà entendu, ah non mais lui il a du bagou, elle a du bagou. Sauf que pour nous, alors les filles, je sais pas si vous serez d'accord, et je vous laisse tous intervenir là-dessus, mais pour moi c'est pas le bagou, chez nous on a l'habitude de dire le bagou c'est tabou. On en viendra tous à bout. Non, la négo c'est de la technique, c'est un métier, ça s'apprend, ça se travaille. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de vulgariser les choses. Alors, au travers de Human, on a des actions de négociation. Donc, on est capable de gérer vos négos, de vous former, de vous aligner, de former vos équipes par le jeu aussi, parce qu'on travaille beaucoup en jeu immersif. Mais bon, ce n'était pas ça le sujet. L'idée, c'était d'amener notre approche sur le pourquoi les Français sont-ils bloqués. Ce que je propose, c'est que je vais vous présenter très rapidement le concept de l'apéro négo et ensuite, on passera directement à la problématique. Attention. Donc du coup, l'apéro négo, bienvenue à vous ce soir. On est ravis de vous accueillir. L'apéro négo, c'est un concept qu'on a lancé l'année dernière, je crois, sur les premières émissions, Amélie. Si je dis On pas en de a fait bêtises. plein le soir. Ouais. Autour de cocktails, comme ce soir d'ailleurs, comme ce soir. Attention, Ils sont toujours là. banderole, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ce ne sont pas des mojitos. Voilà, à consommer avec modération, bien sûr, toujours. Merci, dédicace à Phil pour les mojitos. Et du coup, l'apéro négo, c'est un concept où on vient parler de négo, on va brasser différents sujets sur différents thèmes avec différentes personnes. L'idée, c'est vraiment qu'on le prenne de manière sympa et fun. C'est pour ça que ce soir, on se retrouve au bar de plage. Et on approche des sujets des fois compliqués de la négo, mais de manière sympa et simple. Parce qu'on pense, et je ne sais pas si mes invités me rejoignent là-dessus, que la négociation, ça peut faire un petit peu peur. Et je pense que de le vulgariser, c'est hyper important. Alors vous, les filles, je ne sais pas comment vous le travaillez chez vous, mais moi, j'aime le rendre un peu plus simple et un peu plus accessible, quoi. Mais c'est carrément ça. Et clairement, quand on prononce même le mot négociation, les gens ont peur, en fait. Ils se disent, mon Dieu, je vais négocier, je vais rentrer en conflit, ça va être horrible. Et finalement, on a envie de se dire, mais à un moment donné, au pire de la négociation, tout le monde en fait un petit peu dans sa vie. Et j'aime bien prendre cet exemple de se dire, mais
même en tant que mère ou même en tant que sœur quand on était gosse, quand on devait choisir notre programme télé là sur TFU, etc. En fait, on négociait avec notre petit frère pour écoute, moi je veux 5 minutes de la télé, toi t'en prends 15, etc. Donc il faut démystifier la négociation, c'est le premier pas. Après, bien sûr, il y a toutes les techniques, il y a plein de choses à apprendre et c'est génial et c'est nécessaire. Mais déjà, le premier point, c'est de démystifier et on est tous capables de négocier. Et donc ce soir, bar de plage, mojito et argument à l'appui, on va démystifier la négo. Attention, on va lancer la problématique. Bon alors, c'est quoi la problématique? Relance de la question. La problématique de ce soir, je vous l'ai dit, c'est pourquoi les Français ont-ils aussi peur de la négociation? Alors les filles, je vous pose la question. Pourquoi, à votre avis, on a autant de réticence? Je prends l'exemple un sujet qui vous touche, les filles, le salaire. Le salaire en France, parler de son salaire, c'est ultra complexe, quoi. C'est hyper tabou. Alors, qu'est-ce qui fait dans notre pays que c'est aussi touchy d'approcher alors la négociation et surtout et aussi un peu l'argent derrière, parce que finalement, ça se recoupe assez souvent. Est-ce que vous avez une idée? Sinon, moi, j'ai une théorie. Je peux la dire et toi, tu peux diverger vers les salaires. Mais déjà, les négociations en général. Ouais. Non, mais j'en parlais récemment. Et en fait, avant, on négociait tout le temps. C'est-à-dire que même dans les marchés, pour acheter nos vêtements, etc. Et avec l'apparition des grands magasins, style Le Bon Marché, c'est vraiment l'exemple que j'ai en tête, c'était le marché un peu pour les bourgeois, pour les riches. Et du coup, les prix étaient fixes. C'était la première fois qu'on avait des prix fixes. Et vu que c'était un certain style de personnes qui allaient, pour montrer qu'ils avaient l'argent, ils achetaient sans même négocier. Et finalement, ça s'est répandu. Et donc, on voit les enseignes ont commencé à reproduire ce schéma, que c'était pas Zara à l'époque, bien entendu, mais même tous les enseignes, couturiers, etc. Et pour reproduire un peu les comportements bourgeois, les gens se sont mis à, du coup, ne pas négocier leur prix. Je dis pas que c'est pour ça qu'en France, on n'aime pas les négociations, mais c'est déjà un petit facteur qui explique pourquoi on a déjà commencé à moins négocier. Et bien entendu, moins on négocie, moins on est amené à négocier et moins on aime ça. Pourtant, dans d'autres pays, les prix sont affichés et on va quand même négocier. Alors, quel pays, par exemple? Parce que, par exemple, si on prend le Maroc, là où je pense qu'il y a beaucoup de personnes... Je suis allée récemment avec Lina, c'est pour ça. Elle m'a emmenée au Maroc, donc voilà. Effectivement, encore dans les petits boui-boui, etc., on négocie. En France, je pense que c'est différent. Il y a aussi le rapport à l'argent qui s'explique. Et je pense que c'est une tendance historique. Et tu vois, typiquement, si on prend le Maroc, moi, quand je vois les pays dans lesquels on négocie, c'est pas la France, c'est pas les pays occidentaux. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit point culturel. Et pour le coup, j'ai testé la dernière fois avec Na. Super. Là, elle est en train de voir qu'elle était morte de honte. Moi, j'adore ces trainings-là. J'adore ces trainings-là. Je suis allée dans un petit boui-boui, c'était le 24, et je voulais acheter un cadeau, de spi, parce que j'avais oublié ce que je voulais faire. Et je rentre dans un petit boui-boui, et je dis, je vois le prix, c'est un cadre à 3 €. Je dis, tu me le fais à 2? Le monsieur m'a regardé. Lina m'a regardé. Alice, qu'est-ce que tu fais? Et c'est pas passé. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas du tout. Je suis pas rentrée en processus. Mais je me suis dit, c'est quand même dingue, quoi. Maintenant, on rentre même dans une enseigne, quelle qu'elle soit, et déjà oser commencer à négocier, c'est très mal pris. Ou alors tu vas négocier, par exemple, quand tu rentres dans une enseigne de fringues, si la fringue elle a une tache ou quoi que ce soit, là tu vas dire, voilà, vous me faites un petit prix, elle est quand même tachée, c'est quand même pas ouf. Là, ils sont plus enclins à accepter. Et encore, ça dépend. Parce que si tu vas chez Zara ou dans les enseignes un peu banalisées, fast fashion. Non, moi je rentre pas chez Zara. Non, mais dans les enseignes où là, 80% de la population vont et ont les moyens en tout cas d'aller. Là, on peut pas. Mais c'est vrai que ça reste dans certains points. J'ai bien aimé l'idée de la culture aussi. C'est que je pense qu'en France, on a vraiment, on a la chance de voyager pas mal sur Human et de se confronter pour des négociations à différents types de personnes et différents types de cultures. Il y a vraiment un aspect culturel qui est hyper fort, quoi. Enfin, où je trouve que peut-être Lina, tu peux nous en parler. La perception de la négo est complètement différente d'un pays à l'autre et même d'une région ou des choses comme ça. Dans le sud, par exemple, en France, je sais qu'on négocie déjà plus qu'à Paris. Enfin, il y a déjà un delta. Ouais, je pense que ça dépend des cultures, ça dépend des régions. Je pense que en fait, dans la négociation, tu prends ton prisme, tu vas parler de toi et tu vas agir avec tes émotions, ta personnalité. Et donc, forcément, ça va influencer en fonction des cultures. Donc ouais, voilà, je sais pas quoi dire. Donc ouais, non mais si, le rapport à la culture, je pense qu'il est hyper important et il est fort. Nous, on a des méthodos où de toute façon, on sait pertinemment qu'on négociera pas de la même façon selon qu'on travaille en Asie, selon qu'on travaille en Afrique du Sud, en Afrique du Nord.
ou aux États-Unis ou en Amérique latine. Et pourtant, c'est des cultures qui sont quand même, selon certaines, plutôt proches, quoi. Mais il y a des grandes disparités en termes de méthode. Est-ce que la culture est liée à l'éducation? Parce qu'on n'est pas éduqué sur la partie. Alors, on n'est pas éduqué sur la négo, on n'est pas éduqué sur le fait de parler argent. Les étudiants qui sont en école de commerce, ils apprennent tout sauf véritablement le commerce, et à parler argent, à négocier. Mais c'est exactement, et j'allais rebondir sur ça, et j'ai dit, mais en fait, déjà en France, on n'apprend pas à négocier, on n'apprend même pas à vendre. Mais non, mais Et on n'apprend pas à gérer son argent. Je fais un stop au ministre de la Culture actuel. Si jamais vous m'écoutez, s'il vous plaît, instaurez la négociation dès le plus jeune âge. C'est hyper. Attends, mais c'est trop drôle parce que c'est exactement ce que je disais. En fait, avec la moisson, on fait de la sensibilisation dans les écoles. Et en gros, je faisais, donc on était entré en contact avec Neoma, HEC, Sciences Po. Et on parlait un peu du fait de négocier, de sensibiliser sur cette thématique. Et elle me disait, ouais, alors non, mais nous, on n'a que les 4e années et les Master 1. Ouais. Et je leur disais, mais en fait, les gars, mais même au lycée, en fait, quand je parle de négociation, je parle aussi de confiance en soi, je parle aussi de plein de thématiques, et tout ça, ça s'apprend. En fait, quand tu te construis avec plein de biais, plein de croyances. Et tout ça, je pense que, alors, de la négociation, etc., mais tout ça, tu dois l'apprendre même au lycée. Enfin, je veux dire, négocier ton premier stage, ton premier, enfin tu vois, tout négocier ton, non mais même négocier quand tu vas rentrer dans une école de commerce, enfin tu peux, je pense que c'est essentiel et je pense qu'en France, même dans d'autres pays, c'est vraiment un truc qui est vraiment mis de côté et voire montré du doigt. Ouais. En mode tu négocies, mais attends, mais tu te prends pour qui? Surtout pour une femme, mais t'es un requin, mais non mais attends, comment tu peux? Non mais vraiment. Comment tu peux? Tu ne penses vraiment qu'à l'argent? Mais c'est ça, c'est ça. Vénal que tu es. Comment tu payes tes payes ton appart à la fin du mois? Vraiment. Calme-toi, je ne fais que poser la question. Calme-toi. Mais moi, je retrouve autour de la négociation salariale et de négocier son salaire en France, c'est ultra mal vu. Moi, ce matin, j'étais en call avec une femme qui va faire une formation chez nous. Et elle me disait, en fait, ma RH m'a dit, ouais, en fait, entre guillemets, arrête de faire ta chieuse. Parce qu'elle rentrait de congé mat et elle voulait une augmentation salariale et elle a augmenté elle a négocié mais pas forcément de la bonne manière et elle était en mode t'es un petit peu chiante là. Parce qu'en rentrant de congé mat, elle voulait négocier son salaire. Et en fait, je vais me rendre dingue. Non, mais donc, si on essaie de décortiquer un peu cette négo-là, parce qu'on peut-être se pencher un peu sur essayer d'amener un peu de technique, ça veut dire que déjà à la base, la personne, elle avait en tête que le congé mat, elle prend son congé mat, elle doit quelque chose à la boîte. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas sur un statu quo en revenant, de se dire comme un salarié normal qui dit bonjour, je voudrais une augmentation. Quoi. Elle part déjà avec un. Alors, je pense qu'on parle effectivement de la négo et de toute la partie culturelle et tout ça, mais il y a un arriéré incroyable sur l'approche à la négo, même sans parler, avant même de parler de négo, en réalité, de comment c'est perçu. Je trouve hyper intéressant le sujet que tu donnes là, Lina, parce que du coup, ça montre à quel point les gens sont fermés à la négo, alors que finalement, je pense que on l'a dit tout à l'heure, c'est toi qui l'as dit, Alix, on négocie tout le temps et pour tout le temps. Alors oui, le salaire, c'est le truc qui nous occupe un petit peu en tant que pro, parce qu'on travaille pour gagner sa vie, donc c'est un peu un sujet forcément fort là-dessus. Mais de manière générale, je pense qu'on oublie, et tu parlais tout à l'heure, Lina, du lycée. Moi, je pense que j'ai fait une formation avec des spécialistes, vraiment des gros spécialistes de la négo, qui disaient qu'on peut aller chez les enfants et leur faire un exercice qui est de mettre 2 groupes d'enfants, de mettre dessiner un 6 sur une feuille, le mettre au milieu de la pièce, mettre 2 groupes d'enfants, et sur des petits, hein, je crois qu'on était sur le CP de mémoire, je peux me tromper, mais des très petits en tout cas, et de dire à chaque groupe, d'échanger, de dire ce qu'ils voient. Forcément, c'est un 6 ou un 9. Donc, d'un côté ou de l'autre, ils auront une vision différente. Et la question, c'est pas est-ce que tu as raison ou pas? En fait, c'est ça aussi. C'est comment tu vas défendre ton point de vue et ton sujet. Et moi, j'adore. J'ai 2 petites filles. Je leur fais un bisou d'ailleurs. Je pense qu'elles sont couchées. Et on joue à la marchande. Je suis une super marchande. Ah ouais. Non, et c'est surtout de se dire rien. Tu vois, ce que tu expliquais sur le magasin, on rentre dans le magasin, les prix sont affichés. C'est fini. Bah non, en fait, c'est pas comme ça la vie. La vie, c'est pas un truc affiché, fermé. On peut bouger les lignes, on peut pousser les choses, on peut améliorer ou perdre aussi, parce que attention, c'est pas monosens, hein, ça peut aussi, on peut gagner ou perdre dans une négociation, c'est comme un jeu. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment remettre ce sujet sur la table, d'arrêter que les gens aient peur de ça et qu'ils n'ouvrent pas le sujet. On peut discuter sans forcément être d'accord. Je pense que peut-être ce qu'il y avait derrière, c'est que la RH, elle se voyait monter au conflit.
Et Ouais. tu sais, il y a un truc Bah, qui c'est se Et c'est disait, peut-être ça le blocage. C'est le- Ouais. Tout à l'heure, c'est parti le conflit. Et j'ai eu quelqu'un, enfin je lisais un livre sur la négo ce matin, et justement il y avait une phrase, mais trop cool, qui disait, en fait, apprendre à négocier, c'est aussi apprendre à gérer le conflit et à le Ah, mais gérer c'est de clair. manière intelligente. C'est-à-dire clair. que ça va même au-delà de tout ce qui est, ok, j'essaie d'avoir le maximum de ce que mon interlocuteur peut donner d'ailleurs, mais c'est plus, je vais essayer de gérer le conflit avec une intelligence émotionnelle qui va me permettre d'arriver à ce que moi je veux, mais également sans frustrer mon interlocuteur. Mais est-ce que clair. c'est forcément un conflit dans ces cas-là? Bah, en fait, c'est que je pense que la négo est perçue comme un conflit, en tout cas, parce qu'on rentre en confrontation où on se dit, il faut que je défende mon intérêt. Et donc, ça peut être perçu comme comme un un échange, en fait. D'ailleurs, Typiquement, tu veux regarder quoi ce Mmh. soir? Ah ben, moi, je suis plutôt ça. On va discuter pour se dire, bon, ok, ce soir, finalement, je te donne raison et je suis prêt à faire un pas en arrière. Par contre, demain, c'est moi qui choisis le si on est programme. conciliant. Mais j'ai l'impression quand même qu'en règle générale et avec nos émotions, on a tendance aussi à réagir des fois de manière un peu agressive. Mais c'est le premier point, en se disant, je réagis, on veut me prendre quelque chose. Après, oui, Mais c'est tu ça, personnellement à chaque fois. Ouais, je pense que c'est. il y a Je aussi pense ça. que je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, on prend son prisme à soi. C'est-à-dire que la négo, c'est moi qui négocie avec telle ou telle personne. Et en fait, une négociation, ça se fait à deux. Donc forcément, si tu veux bien négocier, tu dois forcément avoir le prisme de l'autre personne. Faut pas, donc c'est pas ta personne, c'est toi une entité, toi une autre personne. Et je pense que si tu comprends que c'est une discussion qui se fait tous les deux, où le but c'est de pas avoir de frustration ni d'un point de vue ni de l'autre, le but c'est de s'enlever un peu, sortir un peu de son persona et de regarder ça un peu, de relativiser, de prendre de la hauteur. Donc se détacher de ses émotions, de sa frustration, et vraiment d'avoir une conversation structurée, argumentée, mais saine. Je pense que c'est la base d'une négociation. Et le problème, c'est que comme tout le monde a peur de négocier et tout le monde redoute un peu ce moment, et nous, dans notre formation, on a plein de femmes qui me disent « Mais moi, j'aime pas parler d'argent, je déteste la négociation. » Nous, notre but, c'est vraiment de leur dire « Mais en fait, vous allez sortir de cette formation et vous allez surkiffer la négociation. Vous allez en faire tous les jours. » Non, mais vraiment. Et c'est tant bien, c'est l'objectif d'aujourd'hui aussi. C'est d'en faire un jeu. La négo, c'est un Est-ce que jeu. les femmes en formation arrivent à mettre des mots sur le pourquoi au départ, quand elles sont arrivées, elles vous ont dit ah ben moi j'aime pas négocier, j'ai horreur de ça. Est-ce qu'à la fin elles arrivent à dire mais en fait c'était à cause de ça qu'avant j'avais peur? Souvent, déjà le premier point, même avant de rentrer dans les techniques de négociation, donc les choses purement pratiques, on rentre dans les croyances limitantes. Quelles sont tes croyances limitantes, tes tabous face à l'argent? Et en fait, il y a plein de femmes qui ont soit eu des expériences super négatives, soit qui se disent j'ai déjà eu en gros un job, on me paye déjà, donc je suis un peu redevable à l'entreprise, donc je ne vais pas demander, je ne vais pas négocier, j'ai peur de rentrer en conflit. Et c'est vraiment, je pense, cet aspect en se disant, mais c'est mon lieu de travail de tous les jours, si je rentre en conflit avec mon manager, c'est fini pour moi, donc je ne veux pas négocier. Et après, c'est vraiment le but de la formation, de dire déjà, comprends pourquoi tu as peur, essaye de voir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de faux, et c'est pour ça qu'on appelle ça des croyances limitantes. Et ensuite, on travaille sur ça. Et comment est-ce que tu vas négocier en fonction de toi, en fonction de ton interlocuteur, et comment tu vas gérer ta négociation. Et puis c'est aussi apprendre à se respecter, de connaître sa valeur et de se dire exactement, je vais pas me rabaisser pour accepter quelque chose. Là, ça pompe avec la confiance en soi. Et ça, c'est un sujet, je pense, en égo, on est tous d'accord là-dessus. La confiance en soi, c'est la base 1 à travailler pour se mettre en marche. Je reprends juste un sujet, Lina, que j'ai beaucoup aimé quand tu disais la vision de la persona et d'être capable de sortir. En fait, je pense que le réflexe qu'ont les gens sur la négo, c'est, je suis désolé, j'ai bugué parce que je viens de voir le chat s'afficher. Je suis tombé en masse sur l'écran. En fait, je pense que ce qu'on oublie souvent, nous en technique négo, ce qu'on dit, c'est que c'est Abraham Lincoln qui disait ça. Si je dois abattre un arbre, je passerai 7 heures à affûter ma hache pour l'abattre en 1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la négo, tout se fait en amont. Et souvent, les gens, comme ils ont peur, ils se préparent à cette phase qu'on appelle le contact, nous dans la négo, mais qui n'est pas la négo, qui n'est qu'un fragment de la négo, l'échange. Et du coup, on a tendance à dire que pour la négociation, c'est 70% de préparation. Enfin, chez nous, chez Human, en tout cas. Après, c'est la même chose. C'est se comprend. C'est le fameux P de ton OPEX, ça. Oui, et après, on retombe sur les lettres derrière, mais c'est 70% de préparation, 20% d'échange. Donc, en fait, ce qu'on appelle communément la négociation, ce que tout le monde appelle négocier, en fait, ça ne représente que 20% du métier. Et ensuite, 10%, c'est ça, 10% de retour d'expérience, de se regarder un peu en recul pour comprendre ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal ou ce qu'on peut améliorer. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va passer 70% de son temps à regarder l'autre aussi, et pas que à penser à soi. Oula, je viens de taper sur le micro, ça doit être terrible. Et pas que de penser à soi,
dans la négo, c'est-à-dire que c'est une négo, c'est aussi, nous on considère que les 70%, on les passe à étudier l'autre, Exactement. à essayer de comprendre la personne en face, à savoir ce qu'elle C'est attend, ce qu'elle veut, qui elle est, comment elle le écouter prend. ses besoins, etc. Écouter ses Et on dit besoins, que tu comprendre ses gagnes besoins. une négo à partir du moment où tu as vraiment compris Ouais. ce que l'autre personne voulait et On est quels étaient ses intérêts. Et là, tu as tout gagné. C'est ça. Il y a- Pardon. Non, je dis souvent, non, souvent tous quand tu parler. tout le monde veut parler, c'est non, souvent quand tu négocies, tu n'amènes que ton, ouais, ce que je dis, ton prisme. Et en tout cas, nous, ce qu'on voit un peu chez les femmes qui viennent nous voir, c'est moi, je veux ça, et elles imposent quelque chose. Et enfin, elles vont pas forcément à chercher what's in for me, what's in for you, tu vois. Et c'est vraiment ce côté de ce que je rebondis sur ce que disait Alix, mais c'est de se dire qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'apporte. Et en fait, donc moi, bon, je reviens à la négo salariale parce que c'est mon sujet, mais moi, j'apporte de la valeur à l'entreprise et l'entreprise m'apporte de la valeur, que ce soit pécuniaire, mais d'ailleurs, la négo, ça peut aussi, c'est pas que salaire, ça peut être aussi des RTT, ça peut être aussi des Du congés. temps, plein d'avantages. un aménagement quelconque. plein de choses. Mais du coup, voilà, sur ça. Mais du coup, on est bien d'accord, comme on a parlé de confiance en soi, de gestion des émotions, de prisme, de regard de l'autre, de regard sur soi. Enfin, moi, j'ai envie de dire, on n'a pas du tout le même regard quand on est un homme et quand on est une femme. J'allais le dire. J'allais le dire Attention. tout à l'heure. Titre. Ah ben voilà. Ouais, on avait tout anticipé, c'est beau quand même. C'est quelle transition. Oh, bravo, je suis admirative. Fluidité. Fluidité incroyable. Mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand Alix parlait un peu des femmes, de l'aspect négo. Nous, en plus, on a tourné pour les femmes. In fine, on va peut-être le tourner en plus mixte. La moisson, ça sera aussi mixte. Mais en gros, je ne veux pas stéréotyper et stigmatiser, mais on se rend compte que... Si, c'est tellement plus rigolo. Allez. Ah, si, ah, Mais si. non, mais quand on a commencé à travailler sur cette thématique, on s'est demandé quels sont les facteurs qui entrent en compte dans les disparités salariales. Donc, ok, tu as des discriminations, mais on s'est rendu compte que le facteur le plus important, c'était le fait que les femmes osent beaucoup moins négocier que les hommes. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que les femmes vont attendre plus d'avoir des résultats avant de demander quelque chose, là où les hommes vont demander quelque chose et promettre des résultats derrière. Et on discutait avec Laurent, le CEO de Cosa Vostra, big up si jamais tu es là. Et il me disait, mais en fait, moi, tous les lundis matins, j'ai un mec qui me fait chier pour ma négo salariale. Et quand je suis en entretien avec une femme et que je parle de salaire, elle me dit, en fait, moi, tout me va. Il me dit, mais tu parles de disparité salariale, mais en fait, ça se creuse dès cet instant-là. Et nous, on ne va pas forcément augmenter des femmes parce que c'est des femmes, et c'est pas forcément, en tout cas, c'était pas forcément sa volonté. C'était lui, par contre, lui était partie prenante de se dire, il faut les coacher à négocier, il faut les coacher à oser négocier, à oser se mettre en valeur, à arrêter d'avoir ce syndrome de l'imposteur, arrêter de se sentir pas légitime, et arrêter de se dire, mais j'ai une théorie qui est perso. Attention, on n'a pas de jingle. T'imagines les trucs sont préparés. En gros, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle une empreinte historique. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, les femmes, on n'avait pas de compte bancaire. On n'avait pas le droit de vote. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même assez fou. Même et en fait, Cro-Magnon, la femme était juste là pour cuisiner. Mais c'est ça. Et en fait, tu as un effet systémique qui se répercute maintenant et qui, pour moi, explique, donc c'est pas forcément le principal argument, mais pour moi, qui explique ce côté où les femmes ont beaucoup moins confiance en elles. Tu as aussi le côté, on va pas rentrer dans les normalisations, etc., mais tu as toute la société un petit peu qui s'est construite, donc dès l'enfance, où tu vas avoir un peu une normalisation qui va peut-être diriger vers une masculinité. Enfin, on rentre dans des débats assez touchy. Mais c'est hyper intéressant parce que je pense que les réponses sont aussi à ces endroits-là. Enfin... Et donc voilà. Et c'était un petit peu pour J'ai une stat, moi, sur la négociation de salaire pour les femmes. Là, alors, elle est très... Vous avez sûrement des chiffres plus précis que les miens parce que je ne suis pas un spécialiste de la négociation de salaire féminine, mais j'ai un chiffre là-dessus, c'est que en fait, la grande disparité des salaires. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Déjà, il y a une disparité, sans remonter trop loin dans la psychologie et tout ça. Pourquoi il y a une disparité? Quel est le fait numéro 1 pour lequel il y a une disparité? Les femmes négocient moins. Pas. En fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Disparité salariale. Disparité salaire. En fait, c'est ce que vient de dire Lina. Tu l'as expliqué dans ton exemple que tu as donné. C'est que les femmes ne posent même pas la question. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de négo, là. Enfin, on n'est même pas en train de réfléchir à un échange. Non. C'est tout me va. Tu l'as dit, tout me va. Et la stat numéro 1 qu'on donne, nous, quand on approche ces sujets-là en coaching, c'est aussi de dire déjà, il faut poser la question. C'est ça. La négo, elle commence quand tu poses la question. Avant ça, il n'y a pas de négo, en fait, il n'y a rien, il n'y a même pas d'échange. Je crois que nous, on a à peu près, je n'ai pas les pourcentages exacts, mais 40% des femmes qui viennent chez nous n'ont jamais négocié un salaire.
On a des femmes, elles ont Zéro négo. zéro Jamais, négo. pas de question. Non, et en fait, elles me Oh disent, là bah, là. en fait, non, mais j'ai été augmentée là parce que du coup, chaque année, on est augmenté de 3% ou Oui. 4%, etc. Mais est-ce que tu as négocié ton salaire? Non. Non, mais ils m'ont proposé. Mais tu l'as négocié? Non. Ah, ok. Est-ce que tu as posé la question? Mais c'était dingue, mais je me souviens, c'était notre première promotion et je crois que j'étais trop fière à la fin. Je me suis dit, c'est bon, on a fait quelque chose. C'était une femme qui avait 54 ans et qui arrivait en disant, bah, ok, bah, pareil, je n'ai jamais négocié de ma vie, de toute ma carrière à 54 ans. Et elle a dit, mais je veux faire la formation, mais je ne sais pas si je serais capable quand même de négocier. Et à la fin, elle nous a rappelé quelques semaines après en disant, bah écoutez, c'est bon, j'ai demandé quelque chose à mon manager et j'ai obtenu quelque chose. Donc, c'était peut-être pas tout ce qu'elle voulait, mais déjà même le premier pas, Non, de mais l'avoir le fait, pas, d'avoir dit, mais punaise, pardon, 25 ans de carrière, j'avais jamais osé demander quelque chose, Demander, alors qu'en fait, ouais. Là, ça y est. ça s'est pas si mal passé que ça. Il a été assez réceptif, il n'y a pas eu d'angoisse, il n'y a pas eu de cris, ni rien. Ouais. Et merci, mais juste merci, je l'ai fait, quoi. Et Le- c'est vrai que c'était cool. On a eu un cas similaire, nous, à quelqu'un qui, d'ailleurs, je viens de faire un post, je te fais un petit coucou, Karine. Alors, elle, pour le coup, plus habituée, avec une maturité supérieure, qui avait déjà eu des habitudes. Et la notion d'accompagnement était importante pour elle pour avoir un œil extérieur sur la situation aussi. Au-delà parce qu'on peut partir du postulat des gens qui ne font pas, qui n'ont pas fait, qui ne savent pas. Mais il y a aussi beaucoup de gens, entre ceux qui n'ont jamais fait et ceux qui font très bien, qui ont besoin de se confronter, d'avoir un œil extérieur et puis des fois de bosser sur de la méthodo parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas du bagou. Donc à un moment, il faut aussi mettre des stratégies en place. Les techniques, etc. hein, c'est ce qu'on On dit. rentrera peut-être, je parlerai peut-être 2 secondes de la méthode. On a déployé une méthode, nous, chez nous, qui s'appelle OPEX. J'en parlerai peut-être à la fin pour vous donner une méthode de négociation, un fil conducteur qui permet aux gens qui ne sont pas forcément des superstars de la négo, qui n'ont pas été formés aux méthodes en 14 points de négo qui sont parfaitement imbuvables et qui sont utilisables à la boulangerie du coin, il faut être très clair. Alors, c'est toujours hyper valorisant de dire on sait le faire, mais est-ce que ça sert et quand? Ça, c'est la question. Quand on n'est pas spécialiste de la négo et qu'on ne fait pas ça tous les jours, en tout cas. Donc, je propose qu'on revienne là-dessus. Je crois qu'en backstage, j'ai vu arriver Alex, si je ne dis pas de bêtises. Alex, est-ce que tu es là? Oui. Je vous entends. Vous m'entendez? Alex, c'est les joies du duplex. Alex, alors je vous présente Alex, c'est moi qui vais le faire, je me permets. Alex, elle est associée, c'est mon associée, Human. Elle est actuellement en déplacement et du coup, elle ne peut pas être autour du studio avec nous. On est toujours ravis de l'avoir sur le plateau, c'est beaucoup plus rigolo quand on est tous à boire des mojitos. Mais tant pis pour toi, Alex, ce ne sera pas mojito cette fois. Du coup, Alex rejoint l'équipe Human, enfin, on lance le montage ensemble. Elle a vraiment une vision internationale. Alex, je vais te laisser te présenter peut-être, Alex, pour expliquer ta vision de l'international, parce que je voulais aussi qu'on pose cette question de comment ça fonctionne vis-à-vis de l'international et tout ça. Je te laisse te présenter, Alex. Alors, bonjour, je m'appelle Alex, je suis l'associée d'Aurélien. Je travaille à l'international depuis toujours, parce que je suis d'origine russe, donc je parle russe couramment, anglais et espagnol aussi. J'ai adoré votre intervention, j'ai pu profiter à l'écoute. Voilà, ravie de vous rencontrer, les filles. J'ai déjà entendu parler de Moisson. Et je trouve que vous faites une superbe affaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Parce que récemment, j'ai un ami qui a mis sa voiture en vente sur un site où les particuliers vont tous chercher une voiture sans lui faire de pub. Et il m'a dit tous les messages que j'ai reçus tournaient autour de la négo. Donc, bonjour, est-ce que le prix est négociable? Bonjour, est-ce que vous envisagez de baisser un peu? Bonjour, sans même voir le véhicule. Je lui ai dit, mon pote, remets la même annonce, mais négociable devant le véhicule. Et comme ça, qui t'argumente directement. Parce que là, t'as fait... Et lui, il était en rage parce qu'il a reçu, je ne sais pas, c'était vraiment une très bonne voiture. Il l'a mis au prix très franc. Enfin, voilà, qui est vraiment bon sur le marché, bien entretenu. Et en 24 heures, il a reçu une centaine de messages et tout tournait autour de la négo. Ah, et on est bien en France. Hein. Donc,
pour dire que les Français, ils négocient, en tout cas, ils envisagent. Je ne sais pas s'ils négocient. Ouais, c'est bien de dire ils envisagent parce que pour le coup, combien il a reçu de messages une fois qu'il a mis négociation devant le véhicule? Beaucoup moins, mais c'était les gens qui proposaient de se voir directement. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous pour voir votre voiture ou je ne suis pas de la région, est-ce que je peux venir le week-end? C'était déjà le public beaucoup plus sérieux. Bah oui. Après, ce week-end, il va en avoir. J'espère qu'ils vont vraiment négocier. Peut-être ces gens, ils se déplacent parce qu'ils sont sérieusement prêts à négocier devant le véhicule. Je ne sais pas. C'est possible, c'est possible. Mais ouais. la notion d'engagement, de test, je pense qu'en France, elle se fait, mais tu vois, elle est quand même relativement prude. Parce que du coup, c'est des gens qui envoient un message sur une messagerie, c'est complètement impersonnel. Dès que tu rajoutes le frein de la rencontre, de dire venez négocier en vis-à-vis, à d'un seul coup, tu as l'entonnoir, il réduit hyper fort, quoi. Et du coup, ça dit bien aussi, effectivement, alors, je pense que culturellement, tout le monde aimerait négocier. Enfin, tout le monde aimerait savoir négocier en tout cas, parce que c'est quand même c'est une relation très étroite. Enfin, nous, chez nous, en tout cas, au pouvoir. Enfin, on sait que quand on sait négocier, on a beaucoup de pouvoir dans l'échange. Donc, je pense que c'est aussi un fantasme quelque part de se dire j'y vais, je vais tenter une grosse négo, un truc. Par contre, après, quand on leur dit bah viens, on va discuter, neige au soleil. Fondre des glaces. Mais je rebondis sur quelque chose, Alex, et effectivement, je suis en train de déménager actuellement, pour la petite anecdote. Donc, je suis en train de vendre certains meubles. Mais je pense que c'est déjà effectivement le canal, donc c'est par message, c'est peut-être plus simple, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est chez l'autre, on ose un peu moins négocier. Bien sûr. Mais surtout, je me demande si c'est pas la perception de valeur du produit. Déjà, d'une part, là, on est avec un particulier, donc ça fait d'égal à égal. Et c'est vrai que dans la négociation, il y a toujours ce rapport de dominance un peu d'enfant adulte. Et donc là, on est d'égal à égal avec un produit qui paraît un peu dévalué parce qu'il y a déjà une utilisation. Donc peut-être qu'avec certains canaux, c'est un peu plus simple de tenter de négocier sous certains formats. Parce qu'en négo de salaire, c'est nous le produit. Exactement. Là, c'est toujours plus difficile de négocier pour nous que pour quelqu'un d'autre. Et quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça, c'est du marketing. Autre sujet. Il y a autre chose. Pour parler des canaux, reprendre sur les canaux, moi, je connais la brocante. J'ai vu des brocantes où rien ne s'achetait au-dessus de 2 euros. Parce que c'était comme ça, parce que c'est comme ça que ça marche. Les gens ne sont pas prêts à payer un truc de 450 euros sur une brocante. Et c'est 2 euros. Et ça, alors, c'est que des petits produits, bien sûr, il n'y avait pas de voiture ou de choses de valeur, mais les gens te disent 1 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euros, et ça négocie comme ça. Il faut que tu me donnes l'adresse, hein, parce que peut-être pas des voitures, mais si je peux trouver des trucs assez chouettes à 2 euros. La brocante, c'est pas moi. Je veux bien. Donc oui, c'est vrai que le canal a un vrai impact. Nous, on a fait un test avec Alex là dernièrement. On a lancé les premières négociations sur WhatsApp. En fait, on négocie pour les gens sur WhatsApp. Et le rapport à la négo, il est fondamentalement différent. Il est fondamentalement différent. Tu donnes les réponses qu'ils doivent vous donner par WhatsApp ou tu négocies pour eux? En fait, quand les gens nous demandent de négocier, on a vu qu'on arrivait à entamer des négociations sur WhatsApp. Jusque-là, le grand critère, c'était de dire on se voit, on se met à une table, tout ça. Et ben là, on lance les premières négos par écrit. Alors, par contre, il faut l'instantané en termes de messagerie. Le mail est beaucoup plus complexe parce qu'il y a une latence d'envoi et de réception. Ouais, alors que WhatsApp, on voit le rythme, on arrive à gérer le rythme de la négo parce qu'on le voit, on ne perd pas. Mais aujourd'hui, c'est en train de se. Les canaux, avec tout ce qu'on ouvre sur le digital et tous les canaux qui s'ouvrent, nous, on fait des négos en visio, des coachings en visio, on fait tout maintenant, on est capable de travailler. C'est ce que tu disais, le fait d'envoyer par message, c'est plus facile. C'est plus facile, mais il y a même des plateformes qui proposent de négocier à travers des biais, etc. Mais je ne sais pas si c'est de la négociation d'ailleurs. Pourquoi ce ne serait pas de la négo? Je me demande parce qu'en fait, c'est proposer un prix inférieur sans discussion. Qu'est-ce que la négociation? Est-ce que la négociation, c'est la discussion, essayer d'avoir le maximum de ce qu'on peut avoir son interlocuteur, ou est-ce que la négo, c'est finalement juste je balance des prix et je vois si je peux avoir moins cher? Techniquement, pour moi, c'en est. T'as pas un jingle pour la définition? On les note pour la prochaine fois, on les prend en premier. Je pense que c'est de la négociation, toujours. Par contre, c'est de la négociation avec. C'est de l'ultimatum, quoi. C'est tel prix, tu prends, tu prends pas. Tel prix, tu prends, tu prends pas. Tel prix, tu prends, tu prends pas. Et du coup. Oui, par contre, c'est juste. C'est ça, c'est échange ultimatum. Négocier, techniquement, négocier, c'est quand tu négocies, tu argumentes, tu expliques pourquoi. Enfin, pour moi, la négociation, je le construis dans le sens où c'est assez construit. Là, c'est pas de la négociation, c'est de la. Marchandage, ouais. De l'enchère. Ouais, c'est de l'enchère presque, ouais. Plus. Donc, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je crois qu'il faut que tu parles. Il faut parler en micro. Quand il y a la régie qui se lève, c'est qu'il faut. C'est ça. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe.
Ouais, donc pour moi, c'est pas. Je sais pas. Pour moi, c'est pas forcément. Du coup, on l'appellerait Je crois pas, je crois pas que ce soit de la négociation. Pour moi non plus, Ouais, parce qu'il n'y a pas non, d'échange. l'enchère. Pour moi, la négociation, c'est de l'échange. Ah, de l'enchère, De carrément. l'enchère. Bah, comme quand on est dans une salle de vente aux enchères et que du coup on propose. Bah non, là, du coup, Proposition. c'est dans l'autre sens. Est-ce que c'est de la négociation? Non, je sais pas, mais- Proposition, C'est une proposition, contre, Ouais. refus, proposition, refus, Et c'est ça. proposition, refus. Ce que tu. Alors après, Quoique, c'est quand même un c'est un échange. ouais, hein. Ouais, ou c'est un style d'argumente en disant, mais en fait, la Personne n'a un voiture, elle est un peu béchamel, cassée, là, mais pour machin, la mais. définition de négociation. Dites-nous Qu'on soit sur le- sûr. dites-nous sur le chat, là, si ça. Trouvez-nous la définition de négociation dans le Becherel. Pour revenir au sujet de l'international, qu'est-ce que tu en penses, Alex, toi? Comment on est vu les Français? Parce que toi, tu peux nous le dire facilement. Comment vas-y, hein, vas-y plein pot, c'est pas grave. Hein, vas-y, casse des Non, yeux. je pense que je vais vous décevoir encore parce que je pense que de la vision de l'étranger, les Français sont des grands négociateurs parce que ce qu'on voit à l'international, c'est souvent les débats politiques. Et comme la France n'a pas du tout la culture du débat américaine, pour la petite histoire, je me souviens regarder en Russie, j'étais en visite en famille en 2017, le débat, non, 2012, débat Sarkozy et Hollande, qui a été traduit par un seul traducteur. Moi qui a fait de la traduction simultanée, je ne vois pas de problème. Comment tu peux rater une traduction d'un débat? Tu as une personne, tu as les journalistes qui interviennent. Franchement, si tu as une bonne oreille, tu t'en sors. Sauf que c'est le débat français. Et donc, les 4 personnes, souvent, ils parlent en même temps. Donc le traducteur, au bout de 20 minutes, il a arrêté complètement. Il balançait comme ça les mots. T'avais taux de russe. Ça marche pas. Fin de l'histoire. Parce qu'il était complètement impossible de traduire ce que dit un avant que l'autre ne le coupe, alors qu'il y a troisième ou le premier qui intervienne. Et donc, sa parole était tellement perdue de ce pauvre traducteur qu'au bout d'une demi-heure, il a complètement arrêté. Et quand on voit ça de l'étranger, la première chose que pense, je ne sais pas, un recruteur d'une très grosse boîte qui embauche à l'international ou n'importe qui, il se dit « Ouh là là, si j'embauche ça, imagine donner l'ordre à quelqu'un qui ne peut même pas respecter l'adversaire et lui laisser finir une seule phrase. Et il lui répondre après. Même si l'émotion, alors que c'est les hommes politiques, donc on se dit, ils maîtrisent l'émotion. Alors imagine une personne lambda qui est venue travailler chez moi. Alors là, elle va me lancer des objets avant que je finisse ma phrase. Au travers de nos hommes politiques, quand même. C'est ça. Ah bah, c'est ce qui est diffusé. Je vois le chat, je crois qu'il y a un message d'Agnès. Si j'arrive pas à le voir, parce que j'ai pas encore le déroulé. Ah, il y a Agnès qui arrive. Agnès, on te fait un petit coucou. Je sais qu'Agnès, elle était au sport, elle avait décidé de nous écouter du sport. Je lui avais dit, si tu veux, je t'envoie un lien et tu nous fais un live du vélo. Elle m'a dit, non, jamais de la vie. Donc, c'est loupé pour cette fois, mais la prochaine fois, on réfléchit. Pour revenir sur le sujet d'Alex, sur la partie politique, c'est sûr que c'est très impressionnant, c'est très intéressant aussi, même dans l'étude, hein, nous on a fait décryptage, parce que du coup on est formé chez Human à la détection du mensonge et tout ça. Dans le décryptage, la politique, c'est incroyablement riche parce qu'on voit une tonne de choses. Nous, on peut vous dire quand ils disent oui, qu'ils pensent non, des trucs incroyables. Et je regrette presque qu'il n'y ait que ça à l'international, qu'on ne mette pas aussi un peu des chefs d'entreprise et des gens un peu qui ne font pas que de la politique, il faudrait. Mais on retrouve vraiment cet effet-là. Je pense que c'est latin, moi. Ça, c'est nos origines latines. En France, on a quand même eu des très grands courants latins. Et du coup, c'est les latins qui… Enfin, je parle en connaissance de cause, je m'appelle Esposito. Et je parle très bien italien. Alors là, c'est un tacle facile. Alors là, je prends tout le monde à témoin, ça maintenant, puisqu'on y est. Ça, je me suis remis à l'italien depuis peu et c'est un tacle facile, Amélie. C'est moche, c'est vraiment pas beau du tout ce que tu viens. Et du coup, non, mais un repas de famille chez les latins, ça ressemble à un débat politique diffusé en Russie. Hein. Très clair. Hein. Ça se coupe la parole, ça ne s'écoute pas, ça t'as celui qui parle le plus fort, et puis il y en a un qui quitte la table. C'est une scène, hein, c'est un acte de théâtre. Hein. Franchement, il n'y a pas presque un vaudeville d'ailleurs, parce que ça rentre et ça sort en permanence aussi. Mais ça, je pense que c'est nos origines latines aussi. Enfin, je parle pour… Alors là, on fait des grandes typologies, mais nos origines latines font que voilà,
les échanges sont différents que dans la culture française, il est très facile, même si vous êtes autour de vos supérieurs, etc., de couper la parole. Ce n'est pas perçu comme un acte humiliant ou irrespectueux. Alors qu'il y a des cultures, par exemple les Américains, avec leur debate club, où tu dois entendre jusqu'au bout ton adversaire, après lui dire merci l'adversaire, et après donner ton opinion. La Russie, on se coupe un peu la parole, mais beaucoup moins. Par exemple, j'ai déjà été en soutenance de thèse en Russie et en France. En Russie, vous écoutez la question du jury, vous dites merci beaucoup pour votre question, et vous donnez la réponse. Et eux, ils vous écoutent aussi à leur tour. En France, c'est un petit ping-pong entre les deux. Vous leur coupez la parole. Oui, attendez, je vous trouve la réponse tout de suite. Et ce n'est pas irrespectueux, alors que c'est un thésard devant vous et le jury. Enfin, c'est quand même pas du tout le même niveau, ni de connaissance, ni d'expérience. Voilà. Mais ce n'est pas perçu par le jury comme le manque de respect. Donc, c'est culturel, sans doute, de couper la parole en France. Je viens de couper la parole. Vas-y. Et du coup, alors Alex, est-ce qu'il faut utiliser la méthode russe en France et France en… Non, France en Russie, tu ne peux pas l'utiliser parce que du coup, ça sera un manque de respect, ça sera considéré comme un manque de respect. Là où tu pourrais utiliser la méthode russe en France pour montrer… je sais pas, non, du coup, il faut un respect de la culture. Ouais. Mais je pense que c'est un art. Là, c'est l'art du discours aussi. Et son éloquence, c'est comment tu places ta phrase, comment tu interromps l'autre et comment tu rebondis. Et c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose. Ça rentre dans la négociation, mais c'est un point, c'est vraiment l'éloquence. Et du coup, comment elle est perçue et comment tu dois, de quelle façon tu dois être éloquent en fonction de ton interlocuteur, qu'il soit russe, français, américain, etc. C'est très anglo-saxon, ça. Après, parce que je me dis que les anglo-saxons, ils font souvent des grands débats, justement, pour leur apprendre à parler, à s'exprimer. C'est vrai, mais je trouve que nos politiciens sont pas mauvais d'ailleurs, pas tous. Mais des fois, quand on regarde les débats, je me dis, franchement, c'est sympa à regarder. Et on se laisse convaincre des fois par des idées qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'en fait, la personne est éloquente, parce qu'elle arrive à nous convaincre par l'art des mots. Et c'est un peu de la négociation cachée, ça aussi. Négocier avec l'autre et ses convictions. À partir du moment où il y a une notion de convaincre, d'accord, d'essayer de convaincre, on est déjà dans la négo. Hein. On quitte le débat simple pour aller dans le fais-moi confiance, suis-moi. Tu vois, je pense ça. Donc l'éloquence peut éviter le conflit. L'éloquence et le jeu de mots aussi. L'art des mots. Maîtriser ses mots, maîtriser le discours, l'humour aussi. Je recommande souvent d'utiliser l'humour à bon escient et si on en est capable, sinon ça peut poser et ça peut mettre dans des situations gênantes. Mais ça peut, mais ça peut nous permettre de nous déprofiler face à quelqu'un de colérique. C'est ce que je dis toujours. L'humour pour désarçonner. Merci. Voilà. Dédramatiser, désarçonner l'adversaire, c'est super utile. À bon escient. À bon escient, toujours. L'humour, je le recommande souvent en entretien d'embauche par rapport aux questions interdites. Les questions interdites, c'est-à-dire genre, mais vous avez l'intention de faire des enfants? Les questions interdites, effectivement. Les questions interdites. Je vois maintenant. Et donc, généralement, je les invite souvent à répondre avec de l'humour. Réponse? Pourquoi vous n'aimez pas ça? Stop, terminé. Pour la méthode, j'aurais dit que ça sert parfois en situation justement conflictuelle. Hein. Je ne parle pas quand vous êtes face à l'écran et il y a un homme politique qui est très éloquent, là vous pouvez pas lui répondre, même avec beaucoup d'humour. Mais quand vous êtes en vraie négociation avec quelqu'un et la situation est tendue, si vous ne lui coupez pas la parole, croyez-moi, vous gagnez les points. En vous taisant, vous gagnez beaucoup de points. Parce que si vous lui coupez la parole, il monte au créneau, vous montez au créneau automatiquement rien que par niveau sonore et ça perd le sens de la négociation pour moi en tout cas. Du coup j'allais dire un truc qui empiète sur la suite. Je vais me retenir. Un jingle pour ça? Il y a un jingle pour ça? Presque, juste pour la suite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alex, sur la notion internationale? Est-ce que tu voudrais abonder sur un autre sujet ou quelque chose? N'hésite pas, on n'a pas de script. Non, je voulais dire que c'est sans doute culturel qu'on perçoit les Français aussi avec la France. Hein. On sait que le Français, souvent, il va parler français et quand il parle anglais, il gagne énormément de points. Mais par contre, quand nous, on leur parle français, enfin les étrangers, on leur parle français, on gagne des points aussi.
Moi, je dirais que c'est les gens aussi qui apprécient la vie et pour qui le sens de négociation, c'est aussi l'échange. C'est pas quelqu'un qui est venu un peu à l'américaine, voilà mon but et je vais y tenir. C'est quelqu'un qui vient et si vous lui parlez un peu d'histoire, un peu du vin ou vous détendez un peu l'atmosphère, peut-être que vous n'allez pas gagner la négociation, mais sans doute elle va se passer beaucoup mieux qu'avec quelqu'un qui vient avec un seul but, il n'en a rien à faire de vos connaissances, de sa culture, de sa langue ou de quoi que ce soit. Voilà, donc les Français sont assez ouverts. Voilà, mais je vous dis qu'à l'international, on perçoit plutôt les Français comme les négociateurs, comme la nation qui ne va pas subir tout ce qu'on leur impose. Bim, gap confiance. Direct d'un step. Déjà, à la base, on est bon. On est perçu comme bon, donc on peut y aller. C'est parti. Cool, Alex. Merci beaucoup. Ça. Pardon, je t'ai encore coupé. C'est pas grave. Je me vengerai après. Nous, on a l'habitude d'échanger et ça va toujours très vite. Donc, du coup, on a l'habitude. Je fais une remarque sur le fait que tu sois un mec et que tu coupes la parole à une femme. Je pense qu'avec la supériorité numérique féminine d'aujourd'hui, je pense que c'est moi qui ai le droit à des écarts de faveur, d'accord? On va faire ça comme ça. C'est des vrais sujets, ça aussi, en formation. Ouais, si c'est vrai. Ah bah de toute façon, non mais je pense que le rapport homme-femme, on peut en parler pendant des heures parce qu'il y a tellement de réglages à apporter. Enfin, je crois que c'est plus facile de négocier avec un homme quand tu es une femme et c'est plus compliqué de négocier avec une femme quand tu es une femme. Ah bon? C'est très personnel. Oui, mais t'as le droit, vas-y, dis-le. Non, c'est très personnel et je l'ai souvent entendu. Après, je pense que c'est tout ce qui est côté. Bon, c'est encore théorie Lina 2, mais c'est un peu le côté séduction, c'est un peu le côté femme-homme sur le côté. Bien. Quand tu négocies avec une femme, c'est un peu plus compliqué parce que même si on pourrait penser qu'elle peut te comprendre, etc., il y a un rapport un peu de dominance qui se crée où tu te sens peut-être moins à l'aise. Et je sais que c'est complètement contradictoire. Là où avec un homme, ça va se passer de manière différente et ça sera plus simple de négocier avec un homme. Moi, c'est des expériences personnelles, mais j'ai beaucoup plus de mal à négocier avec une femme. Non, mais j'ai pas d'histoire en tête, mais j'ai beaucoup plus de mal à négocier avec une femme qu'avec un homme. Mais tu sais que... Pardon, mais non, mais tu as raison, parce qu'en soi, il y a plus de DRH femmes que de DRH hommes. Et pourtant, il y a des inégalités salariales dues au manque, entre guillemets, de négociation. Donc, finalement... Puis je crois que les femmes se permettent plus de choses dans le sens où, tu vois, tout à l'heure, ce que je disais, qui dit, ouais, fais pas ta chieuse. Un mec ne se permettrait jamais de faire ça, tu vois. Je sais pas. Ça, c'est sûr. Chez Human, on forme les femmes à négocier avec les femmes. Ah oui. Moi, je pense que le sujet femme-femme, négo femme-femme. Je pense que c'est différent. C'est un autre style de négociation. Peut-être moins frontal. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec peut-être un jeu de séduction qui pourrait se faire entre les hommes et les femmes? C'est ce que je pense honnêtement. Et peu importe la situation, je pense qu'il y a vraiment un jeu un peu de séduction qui va se créer où il y a quelque chose, une énergie qui va se dégager. Et avec une femme, ça va pas être forcément pareil, je pense. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas de la séduction dans toute la négo? Ouais, c'est une forme de charme. En fait, on essaie de charmer. Non, mais c'est vrai. Je l'avais jamais vu comme ça. De la fragmentation homme-femme, est-ce qu'il n'y a pas de la notion? Il faut quand même se faire écouter. Donc, quelque part, essayer de se faire, entre guillemets, un peu. Alors, je ne dirais pas apprécier parce qu'on n'est pas là pour se mettre complètement en soumission face à son interlocuteur, mais. Non, mais il y a de l'intelligence émotionnelle, je pense. Ouais. Donc, c'est pas forcément être lisse. Que là-dessus. Hein. On bombarde tout sur. Je pense que la capacité à comprendre l'autre, à l'écouter vraiment, en écoute active, en écoute proactive même des fois. Ouais, c'est indispensable. Mais j'aime bien cette notion de. Je suis sûr qu'il y a une notion de charme, pas au sens amoureux du terme, plutôt au sens se faire apprécier d'eux, en fait. Et être capable de se mettre à niveau et de se faire apprécier d'eux pour déclencher une plateforme d'échange qui ensuite permet de travailler, en fait. Ou alors c'est le fait de s'imaginer savoir le mode de fonctionnement, le mode de pensée de la femme en face. Se dire, moi je suis une femme, t'es une femme, on réfléchit pareil, donc je connais tes arguments et je vais les casser plus vite. C'est aussi possible. Non, mais c'est une bonne question. Prochain sujet de thèse. On a au moins 6 aujourd'hui des sujets de thèse. C'est génial. C'est ça, c'est le but de ce genre de choses, c'est de l'échange. En tout cas, je suis assez d'accord avec toi, Aurélien. Je pense que même en ce qui concerne les techniques vraiment de négociation, c'est toujours de l'intelligence émotionnelle finalement. Même ça reste des techniques, même toutes celles que j'ai en tête, ça reste de je comprends l'autre et j'essaie de faire en sorte qu'il me comprenne. C'est normal, tu peux pas imposer ton idée, tu es obligé de... En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre un peu ton écosystème et de réagir en fonction de ça et te dire, ok,
le prisme, c'est toujours une histoire de prisme et de comprendre ton écosystème. Et voilà, pour moi, c'est essentiel. Et sans intelligence émotionnelle, tu ne peux pas négocier. C'est impossible de négocier en disant je veux ça et en imposant ton idée. Je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment comprendre l'autre et pas adapter. L'idée, c'est pas de lisser et d'aller dans le sens de l'autre, c'est de faire comprendre sa situation, de comprendre la situation de l'autre et d'être dans une espèce de synergie où on collabore, entre guillemets, on co-construit. Même si la négociation, ça peut paraître comme un côté un peu, il y a un perdant, il y a un gagnant. Pour moi, même s'il y a un perdant et un gagnant, quelque chose, je sais pas, il y a une énergie où on co-construit ensemble. Je sais pas comment expliquer ça et si c'est assez clair, mais. Si, moi la notion, pour moi. Et on en revient au système d'éducation où on devrait être formé à ça depuis le collège. Hein. Même avant. Nadinette. Se vendre aussi en entretien. La marchande, bien avant. Oui, mais du coup, il y a un rôle, après on sort du contexte, mais c'est un rôle aussi d'éducation qui vient des parents. Mais du coup, ça peut aussi être amené dans l'école, comme on dit au début. L'intelligence émotionnelle, le fait de savoir parler argent, gérer son argent. Au ministre de l'Éducation, si vous m'écoutez encore une fois. Parler d'entrepreneuriat, de business. Parlons business dans les écoles. En collège, argent. C'est trop structuré, en fait, tout ça, ça fait un petit peu, tu sais, un peu, pas bullshit, mais tout ce qui est un peu croyance limitante, machin, ça fait un peu, et c'est pas forcément ce qui rentre dans les cases. Après, je pense que dans les écoles de commerce, on commence à avoir des ateliers sur le leadership, enfin, ça existe depuis longtemps. La négociation, on en a un petit peu. Ça commence, et on commence à comprendre que pour construire, il y a aussi une construction sur soi-même à faire. Donc, en fait, on va avoir un apport théorique. Donc, ça va être super sympa d'apprendre ce que c'est le marketing, etc. Mais il y a un apport aussi sur soi. Donc, c'est se construire soi en fonction de qui on est. Donc, c'est de l'introspection, c'est du leadership, c'est de la négociation, c'est aussi un aspect théorique, un aspect d'introspection aussi. Mais ouais. Et je pense que ça commence à se démocratiser. Ouais. Et on espère que bientôt, ça sera complètement démocratisé chez les plus jeunes. Et je pense qu'on va aller sur un espèce d'entonnoir où on va arriver à peut-être avoir de la négo en maternelle. Donne-moi ce stylo. Mais si, créer de l'échange, surtout qu'eux, ils sont dans la phase où ils créent leurs émotions et ils apprennent à comprendre leurs émotions. Donc, je pense que c'est là qu'il faudrait être capable justement d'expliquer que l'échange peut résoudre les émotions. On peut éviter de monter. En maternelle, ils négocient naturellement. Sans savoir que c'est de la négo. On en vient à ça, ouais. Mais pire que ça, mais bien avant ça. Moi, j'ai un bébé qui pleure pour avoir un biberon. On n'est pas dans la négo, là, déjà. Il a totalement compris son intérêt. L'intérêt de papa, j'arrête. Et moi, c'est mon biberon. Pour revenir sur ce que tu disais, Lina, avec Alex, on a un client qu'on a en coaching, qu'on suit en coaching. On a quasiment, Alex, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, je vais dire une bêtise, hein, arrête-moi. Où on était beaucoup sur chef d'entreprise, donc a priori quelqu'un qu'on penserait apte à diriger des négos et tout. Belle boîte en plus, belle boîte quoi. Mais en fait, il avait besoin qu'on travaille sur sa posture. En fait, on a travaillé à 90% sur l'accompagner, sur se repositionner lui face à la négo. On parlait même pas de négo en fait en réalité. Enfin, très peu finalement dans l'échange. On n'a pas donné de techniques incroyables. Alors 2-3 tips, des phrases, des trucs, comment positionner le truc. Mais je me rappelle avoir géré de la colère, avoir géré des trucs comme ça, ou l'apprendre lui à se maîtriser, à comprendre. Et je pense que c'est ce qui nous fait une parfaite transition vers la solution. Peut-être un petit coucou à Alex du coup, parce qu'on va passer la transition. Merci beaucoup Alex d'être intervenu avec nous. Merci d'avoir pris le temps. Très vite pour de nouvelles aventures. On se retrouve demain. Et puis, je te souhaite une très belle soirée et merci de t'être rendu. Salut, belle soirée. Ciao, ciao. Salut. Alors, bienvenue à vous. Si vous prenez l'émission à ce moment-là, vous avez tout loupé. Non, je rigole. On est arrivé normalement au moment de la solution. Donc, l'idée, c'était qu'on échange sur un sujet. La problématique du jour, je vous la rappelle, c'était pourquoi les Français ont-ils aussi peur de la négociation ? On a pas mal échangé, on est sorti un peu du champ, on est revenu dans le champ, mais c'était hyper intéressant. J'ai trouvé les échanges hyper cool. Enfin, vraiment, il y avait de la matière dans le sujet. Je suis vraiment super content. Je vous remercie tous d'avoir participé. Alex aussi, un petit coucou de loin du coup à Alex. Maintenant, on va parler solutions. La nouvelle question, c'est comment vous allez pouvoir, déclencher plus de négo chez vous et dans vos processus tout confondus, parce que finalement, on vient de le dire, la négo, ce n'est pas que son salaire.
je suis désolé les filles, vous faites le salaire. Le salaire, c'est hyper important, mais c'est aussi une globalité. Négocier avec sa belle-mère. Avec sa belle-mère. Jeannette. Dédicace. J'adore ma belle-mère, je tiens à le préciser. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de vous donner des clés pour être capable de déclencher ces choses-là. La négo, pour moi, on l'a dit tout à l'heure, c'est la base. À la base, c'est un échange. C'est-à-dire que déjà, on l'a dit aussi tout à l'heure au travers de nos exemples, la première chose, c'est déjà de se dire, je vais poser la question, je vais demander, je vais essayer. Et vous verrez, et je pense que les filles peuvent m'en être témoins, dès qu'on pose la question, d'un seul coup, on dédramatise un petit peu le truc. On fait retomber un peu l'anxiété, la mystification qui tourne autour de la négo. C'est mal poli, c'est pas bien vu, c'est que je manque d'argent, c'est tous les a priori de merde, excusez-moi, passez-moi le terme. Mais gros mot. gros mot, ouais. Non mais je dis ça, alors oui, c'est un peu engagé comme truc, mais ce que je veux dire, c'est que arrêtons de se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues, en fait. C'est ça ce que je veux passer au travers de ça. C'est de dire, on lâche, on essaye, on prend ça. Nous, on a un truc chez nous, quand il y a vraiment beaucoup de pression, on se dit que c'est un jeu. Alors, des fois, le jeu, il a de l'enjeu. Il y a des fois des choses à régler qui sont un peu compliquées. Mais il n'empêche que si on le prend comme un jeu, je crois que déjà, ça déstigmatise beaucoup de choses et ça rend le truc plus sympa. Donc, moi, pour mes conseils, après, je passerai la parole aux invités. Je dirais, jamais oublier que c'est un échange et qu'il faut poser la question. Et une première négo, c'est déjà au moins de poser la question. Et puis après, essayer de le prendre comme un jeu. Nous, c'est ce qu'on fait, même avec nos gros clients, même quand il y a des très gros enjeux en négo, on leur dit détendez-vous, relâchez la pression. Il y a des objectifs, il y a des choses qui sont mesurables, qu'on sait organiser. Et du coup, vous pouvez l'utiliser. Je reparlerai juste après de la méthode OPEX, je conclurai là-dessus. Est-ce que vous voulez dire un truc, les filles? Est-ce que vous avez quelqu'un tips à donner que vous utilisez chez vous Pour la négo? Pour la négo. Et ça peut être la négo de salaire pour le coup, allez-y. Hein. Non, mais moi, juste pour la négo en général, je sais que ça dépend de comment on apprend. Mais j'ai lu pas mal de livres et de vidéos, etc. et qui en fait, qui décortiquent un peu la négociation, les réactions du cerveau droit, cerveau gauche, etc. Et je trouve qu'en fait, tout de suite, ça permet de prendre du recul et de comprendre ce qui se passe réellement au moment de la négociation. Après, surtout, souvent, quand on est dans le moment même, on commence à stresser et on oublie tout. Mais déjà, juste avoir certaines notions et comprendre certains comportements, ça aide et ça permet de y aller et de se dire, bon, j'y vais et j'essaye. J'y vais. Je suis d'accord. J'aime bien le j'y vais et j'essaye. Ça, c'est une base. Amélie, tu veux intervenir? Moi, mon tips pour la négo, ce serait d'y aller au culot. Qui tente rien n'a rien. Qui ne tente rien n'a rien. C'est très vrai, ça. C'est très vrai. Retenez ça. Et qu'il faut apprendre à se faire confiance. Et il faut apprendre je dis toujours, à se respecter. Et qu'il ne faut pas avoir peur de négocier et de bien se connaître et bien connaître sa valeur pour aller au front et réussir cette négo qu'on mérite. Je fais juste une petite... Merci Amélie, pardon. Je t'en prie. Alex, elle a dit qu'il faut dire merci. Je retiens les conseils d'Alex. On va faire une petite aparté. On va vous poster sur le chat les différents liens. Je vois... Grave, Amélie. Sur le chat. J'ai un bout, Agnès, je suis désolé, c'est coupé. Grave, Amélie, ouais. On va vous poster sur le chat les différents liens des différents sites et tout ça. Vous allez retrouver la Négo Academy, vous allez retrouver sûrement Human si on retrouve le lien. Vous allez retrouver mon profil si vous avez besoin de vous abonner, on balance des tips. Et vous retrouverez bien entendu le site internet des filles qui font de la négo de salaire. Et le dernier lien, c'est le premier lien dont j'ai parlé. Lina, est-ce que tu as un tips? Alors, pour moi, la négociation, ce qu'on dit aux femmes qu'on coach, c'est vraiment la clé d'une réussite d'une négociation, c'est vraiment dans la préparation. Peu importe qu'on soit timide, peu importe les biais qu'on a ou les croyances qu'on a, si on prépare super bien la négociation, si on a notre argumentaire qui est posé, si on a une espèce d'introspection personnelle, on travaille sur soi, il n'y a pas de souci. Et on va dire, peu importe que tu aies 12 ans ou que tu aies 45 ans, tu pourras réussir ta négo. Donc vraiment, pour moi, la clé d'une réussite de négociation, c'est dans la préparation. Oh ouais, je ne peux qu'abonder sur ce sujet-là. C'est notre quotidien. Ça se complète bien, hein, du coup. On se renseigne, on se prépare et on ose. Voilà, 3 clés de négociation. Transition immédiate vers la méthode OPEX. Voilà. Super, merci les filles. C'était pas prévu, mais c'était magnifique. On aurait presque dit que ça l'était. C'est fort en transition. Oh là, ce soir, on a éclaté les scores. On n'a pas un petit jingle pour la méthode OPEX?
On a dit jingle partout. Non, parce qu'on l'avait pas tout à fait prévu. Du coup, la méthode OPEX, c'est une méthode qu'on a créée, nous, à la Négociation Academy. On s'est posé la question, on a vu plein de méthodes super complexes, on a approché, on a été formé par des anciens négociateurs d'élite. Moi, j'ai eu la chance de passer par le crise Air France. Enfin, on a vraiment eu des sujets qui étaient très denses, mais on s'est dit, mais ça, c'est pas utilisable par la personne qui a envie de négocier demain, là tout de suite, qui veut s'y mettre et qui a envie de se risquer. Donc du coup, on a créé une méthode qui s'appelle OPEX. Ce qu'on fera pour ceux qui veulent, vous mettez un message sur le chat. On pourra vous envoyer le récapitulatif technique des éléments dont on a discuté ce soir. On va faire une petite infographie où il y aura le récapitulatif des grands sujets et tout ça. Ça peut toujours être cool de reprendre à tête reposée. La méthode OPEX, c'est 4 lettres. Donc c'est O, P. Pardon. C'est sorti tout seul. Donc, OPEX. Vas-y, Abby. Il y a le O de. Observation. Ouais. Il y a le P. De préparation. Ouais. Il y a le E. De échange. Ouais. Et il y a le X. De expérience. Exactement. Pour retour d'expérience. C'est ça. Exactement. Bravo. Nickel, impeccable. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous arrivez chez votre boulanger. Vous passez la porte, vous observez, d'accord? Vous regardez combien de personnes dans la boutique, vous regardez qui est là, vous regardez s'il y a le boss qui est là. Enfin, le boss, ça peut être un homme ou une femme, je dis le, mais ça peut être un homme ou une femme. En tout cas, le décideur, parce que c'est ça la clé. Vous prenez en compte, vous regardez le niveau de tension dans la boutique. Est-ce que les gens ont attendu, pas attendu? Vous essayez de ressentir aussi, parce que la négo, c'est aussi beaucoup de ressenti. Il n'y a pas forcément que des choses parfaitement explicables. Le niveau de stock. Le stock de pain qui reste. Ça peut être. La tension stock peut être un élément qui va vous permettre ou pas de négocier. En tout cas, vous réglez votre phase d'observation. Vous passez le plus de temps possible à observer. L'heure qu'il est. Est-ce qu'elle est sur le point de fermer? Pression, ouais. Tension dans la négociation, rythme. Nous, on appelle ça le timing. D'ailleurs, j'ai découvert au travers des échanges avec Alix qu'elle était une parfaite timekeeper. J'approuve. Elle a une maîtrise du temps exceptionnelle. Exceptionnelle. Elle je recadre ne vous dis que ça. Testez-le, je ne vous dis que ça. situations. Ah ouais, tout est bien maîtrisé dans le timing, c'est incroyable. Et donc, vous avez fini votre phase d'observation, vous vous dites, OK, on passe à la phase de préparation. Comment je vais monter ma stratégie de négo? Votre stratégie de négo, c'est vous voulez négocier plus de pain potentiellement pour le même prix ou moins cher. OK. Vous êtes dans une boulangerie, on va parler de voiture. Le truc, c'est d'être capable d'arriver à la caisse en ayant prévu votre argumentaire. Votre argumentaire, ça va être je suis un bon client, vous êtes un client régulier de la boutique, je reçois de la famille aujourd'hui, vous travaillez sur l'émotionnel. Dans quelle mesure, et vous ne demandez pas si c'est possible ou non, vous ne posez pas de questions fermées, vous posez une question ouverte, dans quelle mesure il serait possible aujourd'hui, si j'achète 3 baguettes, de m'offrir la 4e? Là, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes adressé au décideur, il va bugger. C'est sûr, préparez-vous, vous allez avoir une latence qui va se mettre en place, c'est inévitable. Il va réfléchir 2 secondes. Et ce que vous faites à ce moment-là, au moment où il réfléchit, vous vous retournez vers tous les gens dans la boutique. Et là, vous venez chercher un support qui va vous épauler dans votre négociation. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va entendre « je ne fais pas de remise à un client régulier ». Et tous les autres aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous se mettre à le regarder pour voir s'il accorde une remise à un client régulier. Grosse pression. Donc là, vous n'êtes même plus tout seul à négocier. Vous êtes 14 dans la boutique à négocier pour votre baguette gratos. Et du coup, normalement, un cas sur 2, il va céder, d'accord? Au pire, vous recommencez le lendemain, par contre, avec une nouvelle stratégie. Vous ne pouvez pas recommencer avec la même, ça ne marchera pas. Parce qu'on a quand même un cerveau qui fait qu'on mémorise des choses et que du coup, on ne va pas se faire manipuler 2 fois de la même façon. Et du coup, vous sortez ou non avec votre baguette, et je tiens à ce que vous nous le disiez sur les réseaux, d'accord? Je compte sur vous. Les boulangers ne vont pas nous aimer. Non. Ouais, pourtant, je les adore, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, j'adore le pain. En même temps, il en achète 3, il a le droit d'avoir une 4e. Ou alors, tu vas créer une demande. Les gens vont se dire, je vais absolument essayer. Demain, je vais à la boulangerie. Ouais. Qui sait? Et là, il faut te remercier. Le client le demande, puis le deuxième, moi aussi, je veux un prix. Et puis, de toute façon, je ne suis pas fâché. Hein. Moi, si la Fédération française des boulangers m'écoute, je peux aussi former les boulangers. Je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Je suis très à mieux négocier. Et du coup, une fois que vous sortez de la boutique, X, vous arrivez au X. Donc, on a fait l'observation, on a fait la préparation, on a fait l'échange et on passe au retour d'expérience. Vous sortez de la boutique, vous réfléchissez à ce que vous avez fait, comment vous avez travaillé, ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de mal. Est-ce que vous avez obtenu ou pas? Et le résultat, ce que vous avez obtenu ou pas. Vous voyez, c'est une méthode qui est hyper facilement utilisable. Vous pouvez l'utiliser pour tout. OPEX, ça marche avec les enfants, avec les belles-mères, avec tout. D'accord? C'est magique. Du coup, je négocie mon salaire en pleine réunion?
Non, jamais. Ça, c'est une question d'observation. Si vous observez dans la boutique et que vous voyez que ce n'est pas le moment, que personne n'écoute, les gens, ils en ont par-dessus la tête, ils sont débordés et tout, tentez pas une négo à ce moment-là, vous allez vous faire jeter, c'est une évidence. Ça, c'est la capacité de compréhension de l'observation. Donc, le contexte est très important. Voilà pour la méthode OPEX. J'espère que cette émission vous a plu. J'espère que c'était cool. Je vous absolument remercier Amélie en first, mon associée sur Human, sur Talent Management, et on bosse ensemble sur Human. Elle me file un gros coup de main au lancement, donc merci beaucoup Amélie. Phil qui est en back-off, qui a activé le chat, je l'ai vu passer depuis tout à l'heure, et qui nous a fait les mojitos ce soir. Merci Phil. Mojitos sans alcool, s'il vous plaît, banderole. L'abus d'alcool est dangereux. Pour la santé, à consommer pour ceux avec qui me connaissent, modération. vous savez que c'est du sans-alcool, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, je veux remercier aussi Corentin et Tom qui sont à la régie, qui sont les hommes de l'ombre qui travaillent derrière et qui nous ont permis de faire un truc de fou. Je peux vous dire qu'on y est depuis 2 jours, qu'on n'en peut plus. C'est un enfer. Je veux remercier aussi nos invités. Merci Alix, merci Lina, merci à vous d'être venus abonder sur le sujet. J'ai été ravi d'échanger avec vous. Je crois qu'on a 2-3 sujets à voir ensemble par la suite et je serais ravi qu'on bosse aussi ensemble. Je peux te piquer tes invités? Bien sûr. Parce que j'aimerais bien faire des lives avec elles. Et là, voilà. L'apéro négo crée des, comment on appelle ça, des opportunités dans ce passage. Non, mais sur la négo de salaire au féminin, je kifferais trop de vous inviter sur ma chaîne. Faut le faire. Faut le faire absolument. On se retrouve. Alors, j'ai pas tout fini. J'ai pas remercié Alex qui s'est connecté de loin. Merci Alex à toi d'être venu nous rejoindre sur le live. Et bien sûr, vous tous de nous avoir écoutés, de ceux qui ont été en live ce soir, qui ont pu, qui étaient disponibles. Je vais remercier aussi tous ceux qui vont écouter le replay. Et allez-y, la négo, c'est pour tout le monde et tout le temps. Donc, mangez-en autant que vous pouvez. Ça ne vous rendra pas malade, d'accord? Ça ne peut être que meilleur pour vous. Je pense que tout le monde autour de ce plateau est d'accord là-dessus. Ça ne peut que vous rendre meilleur. Éclatez-vous dans vos négos, prenez-le comme un jeu. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao. C'est pas une petite danse à la fin?